Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief, la présentation plutôt de la 13e étape de ce Tour d'Italie. On aimerait déjà être au débrief de cette étape. On va parler un petit peu cyclisme, on parlera aussi un petit peu Formule 1 avec cette étape. Et puis on parlera surtout sprint du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape, mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous avez également les super thanks, comme ça vous pouvez soutenir mon travail seulement si vous avez les moyens. Les sondages aussi, alors là je pense aujourd'hui, je sais même pas si je vais mettre un sondage, parce que c'est tellement un sprint. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de sondage pour cette étape parce qu'il n'y a vraiment rien de... pas grand chose à dire quoi, sur cette étape. Il y a des journées comme ça où on sait un petit peu ce qui va se passer. Et là, j'ai pas d'idée de sondage pour tout vous dire. Bon, le chiffre du jour, 200 mètres. Ça, c'est le dénivelé positif de cette étape. C'est pas une blague, c'est 200 mètres de dénivelé positif selon Pro Cycling Stats. C'est la 21e étape. En termes de dénivelé positif, c'est-à-dire que c'est plus plat que les deux contre la montre. Ça, c'est quand même une grosse performance, parce qu'on a quand même 190 km de course sur cette étape. 180 voilà, km et 200 mètres seulement de dénivelé positif. C'est affreusement plat. C'est impossible d'éviter un sprint. C'est impossible aujourd'hui. On le sait. Ça arrive que sur le Giro, ce genre d'étape. Parce que sur le Tour de France, l'étape la plus plate, elle fera quand même, je crois, 690-700 mètres de dénivelé positif. C'est l'étape de Saint-Amand-Montrond. Donc c'est plus... C'est même plus que cette étape-là. Et pourtant, cette étape-là, il contourne tout le Sancerrois, enfin, il contourne tous les coins intéressants du Cher, où ça aurait pu donner du spectacle, mais là, ouais, c'est super plat, quoi. Ça va être chiant à mourir. Alors heureusement, c'est que sur les 4 jours de Dunkerque, ça sera une étape de pavé. Donc si vous voulez regarder, c'est peut-être le jour où vous pouvez regarder les deux en même temps. Si vous avez du mal à vous concentrer sur deux choses en même temps, parce que là, il va se passer tellement peu de choses sur le Giro avant le sprint que vous pouvez regarder un petit peu, je pense, les 4 jours de Dunkerque. En plus, ça va peut-être arriver à la même heure. Bon, comme ça va être une étape très plate, il faudra faire attention dans le final. On va certainement avoir des chutes. On va certainement avoir un leader qui va tomber. Parce qu'on va avoir des grosses chutes, c'est sûr. En plus, le final est hyper tortueux. Les 3 derniers kilomètres sont très techniques. Donc c'est une étape qui va être très détente, mais il faudra faire attention, surtout qu'il y aura du vent quand même assez fort sur cette journée. Et puis on va parler un petit peu de Formule 1 aussi, parce qu'on va contourner Imola. Puis on parlera un petit peu de Julien Alaphilippe, comme ça également. Allez, on regarde tout de suite la présentation de cette étape. Bon, bah voilà le profil de cette fameuse étape numéro 13. Pas grand chose à dire, hein, à part que c'est plat, affreusement plat pour les baroudeurs, superbement plat pour les sprinteurs. Du côté de cette étape, on part de Riccione, du côté de Cento. En plein en Émilie-Romagne. Émilie-Romagne, la région, je pense c'est l'un des coins les plus plats du monde, l'Émilie-Romagne. En France, on n'arrive jamais à avoir une étape aussi plate. Il n'y a qu'en Italie, quand ça traverse l'Émilie-Romagne, où ils arrivent à faire des étapes aussi plates. Bon, alors on passera par Cesena, par Forlì, puis on sera au sprint intermédiaire à Villanova, le premier sprint intermédiaire au kilomètre 65. En plus, vous voyez, les sprints intermédiaires, ils sont condensés vraiment sur le milieu de l'étape, parce que c'est à Villanova pour le sprint intermédiaire au kilomètre 65, à Lugo pour l'Intergiro au kilomètre 95, et à Conselice au kilomètre 113 pour le sprint bonif. Donc il n'y a même pas un intérêt d'avoir un petit sprint dans le final, il n'y a même pas ça. On passera à Faenza. Pourquoi je vous parle de Faenza? Parce que c'est marrant cette étape-là. Elle a un esprit très Formule 1, cette étape-là. On va pas passer loin d'Imola. Et pourquoi je vous parle de Faenza? Parce que Faenza, c'est la ville de l'usine AlphaTauri. Enfin, Racing Bulls, l'une des équipes de Formule 1, où vous avez Ricciardo à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on passe pas très loin d'Imola. Imola qui accueille le Grand Prix de ce week-end du côté de l'Émilie-Romagne. J'ai pas eu le temps de voir même la course de Miami, c'est de mieux en mieux pour moi avec la Formule 1. Je passe tellement de temps avec le cycliste que j'ai plus le temps de regarder la Formule 1. Non, c'est qu'en plus le Grand Prix, bon, il semblerait qu'il y a eu une affaire avec le safety car
et Norris. Donc voilà, on n'est pas très loin d'Imola. Imola, en plus, cette année, c'est important, c'est les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna. Il y a même eu un tour de circuit avec Sébastien Vettel et tous les pilotes de Formule 1 avec des t-shirts pour Senna, notamment. Ils sont passés du côté de la Tamburello, là où est mort Ayrton Senna, et puis pas très loin après, il y a eu la mort de Roland Ratzenberger juste avant la petite épingle, là, le petit virage assez lent, en début de deuxième secteur. Sinon pour continuer, Molinella, Barrichello, et puis on arrive à Santo au bout de 179 km. J'ai vraiment rien à dire vu le profil. Le final, par contre, beaucoup plus technique. Dans les 5 derniers kilomètres, il y aura pas mal de virages, notamment les 3 derniers. Vous voyez, on est vraiment en ville. Ça sera compliqué de s'organiser, notamment entre 2 et 1 km de l'arrivée, même 500 mètres de l'arrivée. Vous voyez cette grande courbe là où il y aura parfois des rétrécissements, notamment au niveau de la flamme rouge. Ça sera très très technique, donc il faudra faire très attention. On l'a un peu plus en détail ici. Là, vous voyez, à 750 mètres, il y a cette courbe, à 500 mètres le dernier virage pour la dernière ligne droite, mais ça va être quand même pas évident pour les coureurs. Allez, on regarde la météo. Donc on part de Riccione pour aller à Santo, donc on part du bord de mer pour revenir dans les terres, pas très loin de Bologne, pour cette étape. Quand je vous parlais qu'on passe pas très loin d'Imola, c'est que vous voyez sur la carte, Faenza c'est ici, Imola c'est un petit peu plus loin, il y a à peine une quinzaine de kilomètres entre ces deux communes, autour de Bologne, c'est l'endroit où il y a pas mal de constructeurs, c'est pas très loin également de Lamborghini. Voilà, on est dans un coin où il y a pas mal de courses automobiles, et puis Imola, ça permet de repenser à Julien Alaphilippe, qui était devenu champion du monde sur ce circuit de Formule 1. Ça avait allié mes deux passions, Julien Alaphilippe et la Formule 1. Ce jour-là, j'étais très content. Le vent qui sera un vent de sud-ouest sur cette étape, c'est-à-dire un vent qui tapera plutôt 3/4 face. Il sera de dos que entre ces deux passages-là, mais on sera quand même encore loin de l'arrivée, donc plutôt, voilà, vous voyez un vent qui sera de côté, voire 3/4 face, donc ça va encore plus ralentir la course. Sur cette étape, on ne devrait pas arriver sur l'horaire le plus rapide, je pense. Du côté des températures, on sera entre 23 et 27 degrés, et on devra avoir un grand soleil, pas de risque de pluie sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. Du côté de l'histoire du Giro, en plus, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Du côté de Cento, on a eu une arrivée, c'était en 1995, c'était Jan Svorada, le Tchèque, qui s'était imposé lors de l'étape numéro 12 en battant Giovanni Lombardi et Giuseppe Citerio sur cette étape. Et Jean-Jacques Henry, à l'époque était chez Festina, avait réussi à prendre la 5e place de cette étape. Jean-Jacques Henry qui n'aura pas une grande carrière, prenant sa retraite en 97 du côté de la Big Mac Aubert 93, après être passé chez Force Sud, qui sera une équipe où il y aura une belle affaire financière. Et puis quand on regarde ces dernières années, assez peu de jours de course dans les pattes. C'est un coureur qui n'aura pas réussi forcément à passer chez les professionnels. Malgré une 3e place au championnat du monde junior en 85, derrière Raymond Meis et Evgeny Zagrebelny, mais devant Mario Cipollini par exemple, cette année-là. Profil plutôt sprinter. Du côté de l'arrivée à Riccione, alors bien entendu, Riccione, on parlera dans cette région, on peut parler un petit peu de Pantani, je crois, du côté de Riccione. On n'est pas très loin, je crois. Mais surtout, on sera avec peu d'arrivées également du côté du Giro. Par contre, très souvent, la semaine internationale cyclisme Copier Bartali y est passée. Et notamment Révi Cavagna s'était imposé en 2023 lors de la première étape dans cette commune. Dernier passage du Giro, c'était en 2021 lors de la 5e étape qui était toute plate aussi entre Modena
et Cattolica, il y avait 363 mètres de dénivelé positif. On faisait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'on allait des terres vers la mer. Et on se souvient tous que je parlais de chute tout à l'heure en introduction. Eh bien, c'était Mikel Landa qui était tombé avec Joe Dombrowski, qui la veille avait pris l'échappée. C'était l'étape où vous aviez Demarchi qui était maillot rose. Le sprint avait été assez houleux, notamment entre Tim Merlier et Caleb Ewan. C'était Caleb Ewan qui s'était imposé et j'ai revu le sprint. C'est la dernière fois où Caleb Ewan peut-être avait réussi à se faufiler comme un chat, parce qu'il se faufile vraiment entre Viviani et je crois ça, je sais plus si c'est Sagan, mais il se faufile vraiment comme un chat. Voilà. Et ça, aujourd'hui, Caleb Ewan il est plus capable de le faire. Donc Landa était tombé à 5 km de l'arrivée. Il y avait un terre-plein central qui était super mal indiqué. On avait fait des tourniquets autour des plages. Parce que je pense que le Giro voulait forcément passer le long de la plage. Donc au lieu d'aller tout droit, on faisait des petits détours à chaque fois. C'était un bordel sur la fin. Et donc Mikel Landa était tombé. Sivakov aussi était tombé. Et je ne sais même pas s'il n'avait pas abandonné le lendemain ou dans les jours suivants, Sivakov. Qui à l'époque tombait beaucoup. Du côté des coureurs de cette étape, alors j'avais marqué Pantani, je ne sais plus pourquoi j'avais marqué que je ne faisais pas Pantani. Je crois qu'on n'est pas très loin sur des communes où a vécu Pantani. Je ne sais pas pourquoi j'avais marqué Pantani, parce qu'au départ de l'étape comme à l'arrivée, j'ai plus Pantani. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit que je devais faire Pantani. Je ne refaisais pas Pantani, contrairement à l'année dernière. Manuel Belletti, coureur italien dans les années 2000, entre 2008 et 2019, 2021 même pour sa carrière chez les professionnels, passé par des équipes de deuxième division italienne, en World Tour. Il n'aura fait que 2 ans du côté de la G2R. Alors c'est marrant parce qu'il a été très vite très bon, et puis ensuite il a un peu disparu des radars, notamment avec une victoire en 2010 sur une étape du Tour d'Italie, où il avait quand même battu Greg Anderson, Iban Mayoz, qui n'était pas Iban Mayo, c'était pas le même coureur, Paul Voss également qu'il avait battu du côté de la Milram. Donc il avait été très fort ce coup-là. Il avait vraiment réussi une belle performance. Et puis ensuite il est passé chez AG2R. Il y a eu quand même quelques résultats dans sa carrière, mais il avait un profil de coureur qui était extrêmement réduit. C'est-à-dire c'est un coureur qui était pas le meilleur sprinter sur le plat, il lui fallait des bosses. Quand il s'impose sur le Giro, il y a quand même 2000 mètres de dénivelé positif, un truc comme ça. Sur cette étape-là, il s'impose sur l'étape 13, où il y avait 2036 mètres de dénivelé positif avec 2 bosses dans le final, 2 grosses bosses dans le final. Et en fait, le gros problème de Belletti, c'est qu'il n'était pas suffisamment bon sprinter pour aller chercher les meilleurs, pas suffisamment bon puncher pour aller chercher un Sagan. Donc il était un petit peu entre deux eaux, et qu'il avait un nombre de courses où il pouvait être performant qui était assez restreint. Alors il a quand même remporté 19 victoires chez les professionnels, mais souvent sur des courses un petit peu exotiques, pas sur des courses World Tour. Sauf cette victoire sur le Tour d'Italie, il a remporté une Coppa Bernocchi également en 2010, une étape du Tour de Turquie, 2 étapes du Tour de Hongrie, où il gagnera le général en 2018, 2 étapes du Tour d'Eman, 3 étapes également de la semaine internationale Coppi et Bartali. Et puis donc il finira sa carrière en 2021 chez Elo Cometa, avec une dernière saison assez courte, seulement 25 jours de course, abandon très rapide sur le Tour de Turquie, sur le Tour d'Italie, une reprise très tardive sur le Tour du Poitou-Charentes pour finir sa carrière à Grande Piemonte. Voilà, du côté de Manuel Belletti, qui est né à Cesena. On passe désormais à la stratégie. C'est très simple, je ne sais même pas si on va avoir une échappée. Là, il n'y a tellement rien à se mettre sous la dent à part l'Inter Giro, que je me pose vraiment la question si on aura du monde dans l'échappée, à part dans les Conti, dans les équipes de deuxième division italienne. Peut-être un Van Dijk également du côté de Visma, mais c'est hyper plat. Vraiment. Trop plat. Du côté de mes favoris, là il n'y a pas de surprise, Milan, Merlier. Là on voit que ce sont les deux qui sont en forme. Je mettrai Molano
aussi, parce que le sprint risque d'être très mouvementé. Donc je me dis que voilà, le coureur colombien peut savoir se débrouiller dans ce genre de situation. En grosse cote, je mets Caden Groves. Mais voilà, un Milan Merlier Groves, j'ai pas été chercher bien loin. Du côté du programme télé, qui hier j'avais oublié, je m'en excuse, Eurosport 1, 12h40, départ fictif à partir de 13h. Villanova qui sera le lieu du sprint intermédiaire à 114 km de l'arrivée entre 14h39 et 14h47. Konzelice qui sera le sprint bonif entre 15h39 et 15h53 avant une arrivée prévue entre 17h04 et 17h26. Pardon. Et puis n'hésitez pas à aller voir les 4 jours de Dunkerque également à partir de 16h, puisque je pense qu'il y aura un petit peu plus de spectacle. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mérique Production.